Bonsoir, merci Yves Agide pour votre introduction pleine de promesses difficiles à tenir. Enfin, je vais essayer de correspondre à votre définition. Donc là, voilà, la question à laquelle je vais essayer de répondre ce soir, c'est y a-t-il une sagesse de l'âge ou l'âge doit-il être synonyme de sagesse? Ce dont je ne suis pas sûr au fur et à mesure que les jours passent, mais enfin, je vais essayer de m'interroger là-dessus avec vous. Pour commencer, je vais parler une demi-heure, trois quarts d'heure, et après, je pense qu'on fera un échange. Je voudrais partir d'un fait historique qui a été souligné par Pierre Goubert, un historien de l'Ancien Régime, lorsque le roi Louis XIV est couronné, je crois que c'est en 1654. L'espérance de vie en France est de 25 ans pour les hommes et pour les femmes beaucoup moins, puisque la plupart des mères meurent en couche, de ce qu'on appelait alors la fièvre puerpérale. Et donc, cela veut dire qu'au centre de chaque village, il y avait un cimetière, ce qui signifie en gros qu'au centre de la ville, il y avait la mort. Vous savez que pour la France d'Ancien Régime, la vie était une sorte de brève parenthèse entre deux néants et qui devait se terminer par une mort exemplaire, puisque les croyants étaient soumis à une alternative terrible, la damnation ou le rachat, soit le salut en Dieu et la promesse d'une félicité éternelle, soit au contraire les flammes de l'enfer pour les pécheurs, ce qui évidemment rendait l'existence peu amène, puisque si l'on en croit les moralistes et les philosophes du XVIIe siècle, Bossuet ou Pascal, toute joie sur terre était une illusion, un faux fuyant, et l'homme devait se réjouir de tomber malade et de souffrir puisqu'il se rapprochait ainsi de la passion du Christ. Et donc, ce qui explique aussi que l'Ancien Régime n'était pas celui du bonheur, idée sacrilège aux yeux des moralistes, mais au contraire celui du salut. C'est au salut que les hommes devaient travailler et non à leur félicité. Alors les choses ont, Dieu merci, changé depuis au XVIIIe siècle, et petit à petit, le souci du bonheur est devenu un souci dominant dans la France et dans l'Europe moderne. Et puis, comme vous le savez, les progrès des techniques, les progrès de l'agriculture et de l'alimentation, la découverte du laudanum et de l'aspirine ont peu à peu reculé le pouvoir des prêtres qui expliquaient que toute maladie, toute douleur était en quelque sorte voulue par Dieu et qu'il fallait s'incliner devant la volonté divine, puisque c'était folie pour l'homme que de vouloir diriger lui-même son propre destin. Et petit à petit, au fur et à mesure que les siècles avancent, l'espérance de vie s'accroît. Mais encore au XIXe siècle, Balzac écrit la femme de 30 ans. Et qu'est-ce que c'est que la femme de 30 ans quand Balzac l'écrit? Je crois que c'est dans les années 1830. C'est une femme qui est déjà au crépuscule de sa vie, qui voit les ombres de la passion s'estomper et qui donc se prépare à entrer dans la fin de son existence, en tout cas dans la fin d'une existence faite de tourments et de souffrances ou d'attentes démesurées. Et souvenez-vous, pour ceux qui se souviennent de leur lecture littéraire, souvenez-vous de la fin de l'éducation sentimentale de Flaubert, lorsque Madame Arnoux accepte enfin de se donner au narrateur qu'il a adulé lorsqu'elle était jeune femme. Elle a, je crois, à peine 35 ou 40 ans, et lorsqu'elle enlève son chapeau pour s'abandonner à lui, eh bien, il voit une masse de cheveux blancs, il recule effrayé par je ne sais quelle, dit Flaubert, je ne sais quelle idée d'inceste. Et cette femme, donc, a déjà des cheveux tout blancs, et le héros du livre ne peut pas se résoudre à persévérer dans son entreprise amoureuse. Ce qui veut donc dire que la question de l'âge a toujours été une question brûlante, mais qui était liée, évidemment, dans les siècles passés, à une sorte de fatalité physique. Autre texte de Balzac qui m'a toujours frappé, dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, il est écrit « Alors entra dans la pièce un auguste vieillard de 50 ans ». Qui dirait ça aujourd'hui de nous, 50 ans, c'est à peine pour les hommes du moins la sortie de l'adolescence. Étant donné que, en général, nous sautons à la maturité, nous passons de la post-adolescence à la vieillesse
hélas pour nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale? Il s'est passé un événement fondamental, c'est qu'effectivement, nous avons gagné en gros entre 25 et 35 ans d'espérance de vie. Cela varie selon les individus et leur patrimoine génétique. Et les conséquences de cette révolution de l'âge sont évidemment considérables, tout simplement parce que nos institutions politiques et économiques, mais aussi notre mentalité, n'est pas adaptée à la nouvelle situation de ce qu'on appelle aujourd'hui les seniors. Et je rappelle que dans le monde de l'entreprise, l'état de senior, qui n'est pas un mot anglais, mais un mot latin, repris par les Américains, mais c'est quand même un mot latin, l'état de senior commence à 45 ans. Et donc, dès l'âge de 45 ans, dans les entreprises, on vous pousse tout doucement vers la sortie parce que l'on considère que votre cerveau, votre agilité intellectuelle ne vous rend plus apte à comprendre les nouvelles technologies, notamment les technologies de l'information et le maniement des réseaux sociaux, ce qui évidemment pose problème. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, puisque beaucoup d'industries requièrent au contraire de l'expérience et que la nouveauté n'est pas toujours synonyme d'habileté ou de compétence. Alors, quelques traits de notre époque à propos de ce vieillissement. Moi, je suis frappé de voir à quel point on voit de plus en plus dans les rues, dans les jardins, des personnes d'un âge certain ou d'un certain âge habillées en explorateurs. Sac à dos, bâton de ski nordique, sans compter les grands-mères qui emmènent leurs petits-enfants sur des trottinettes, ce qui ne me paraît pas très raisonnable quand l'enfant ne porte pas un casque, ou les adultes, ou même les très grands adultes, sur des, vous savez, des roues, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, qui sont debout sur des roues électriques. Et j'en ai vu passer un tout à l'heure rue de Fleurus, où habite Yves Agide, et je me suis dit que c'était là aussi un exercice un peu délicat, parce que le moindre faux pas, et la chute peut être fatale. Et notre époque est celle par excellence de la confusion des âges, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de mères qui s'habillent comme leurs filles, de pères qui s'habillent comme leurs fils, voire leurs petits-enfants, alors même que leurs rejetons les remettent un peu à l'heure du temps et leur enjoignent de rester quand même dans leur caste temporelle et de ne pas essayer de sauter 20 ou 30 ans et de se vêtir comme s'ils venaient d'éclore du lycée ou du collège. Et cette confusion vestimentaire, je crois qu'elle est aussi le témoin d'une confusion de l'état civil. Et je voudrais prendre comme exemple celui de ce citoyen hollandais qui, en 2018, a porté plainte contre l'État de son pays. Il avait 69 ans à l'époque, mais dit-il, j'ai 69 ans, j'en fais 49. Quand je postule pour un travail, on me dit que je suis trop vieux. Quand je vais sur Tinder ou sur d'autres sites de rencontres, on me dit que je suis trop ridé, trop moche et que j'ai passé l'âge. Et il dit ceci donc de la discrimination. Et je porte plainte contre l'État hollandais pour qu'il accepte d'annuler ma carte d'identité et de me donner une date de naissance beaucoup plus lointaine que la mienne. Et alors, je trouve ça intéressant comme procès parce que je ne crois pas que le citoyen en question ait gagné. Nous n'avons pas encore la possibilité de naître quand nous voulons et de falsifier les registres d'état civil, mais je crois que c'est tout à fait symptomatique d'un état de fluidité où finalement, nous ne voulons pas véritablement correspondre à notre état civil. Nous refusons d'être faits par notre âge ou défaits par notre âge. Nous voulons en quelque sorte choisir nous-mêmes le moment où nous naîtrons, et éventuellement le moment aussi où nous mourrons. Et la mort de Jean-Luc Godard récemment par suicide assisté a relancé, vous l'avez vu, tout le débat sur la fin de vie, qui est un débat passionnant par ailleurs. Et donc ce gain de 25 ou de 30 ans d'années de vie supplémentaires, je l'ai dit, pose un certain nombre de problèmes. Alors pour ma part, j'en vois trois, mais on en verra deux. On peut très bien en envisager d'autres.
sur le plan temporel, sur le plan de la santé et sur le plan du travail. Alors peut-être avec vous pourra-t-on échanger aussi sur le plan amoureux, car c'est un domaine qui n'est pas moins important que les autres. Alors sur le plan temporel, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'au fond, aujourd'hui, à l'âge de 50 ans, qui est un peu le milieu de la vie, nous disposons d'une espérance de vie qui totalise à peu près l'ensemble des années que pouvait vivre un homme ou une femme au XVIIIe ou au XIXe siècle, c'est-à-dire 30 ans. Donc nous avons encore à 50 ans devant nous un espace de vie possible que nous devons en quelque sorte occuper ou remplir en nous posant les grandes questions de la philosophie, qui sont cette fois-ci tout à fait légitimes. Que m'est-il possible d'espérer? Que dois-je entreprendre? Et comment dois-je désormais mener ma vie? Car il me semble que ce qui est intéressant dans le nouveau vieillissement, c'est que précisément, il est l'âge philosophique par excellence. Au fond, on fait de la philosophie en première et en terminale, à un âge où on comprend mal les auteurs, on ne s'interroge pas sur les finalités de l'existence, où le but c'est de trouver un travail, de tomber amoureux éventuellement, de fonder une famille éventuellement, de souffrir du mal d'amour éventuellement, mais les grandes questions philosophiques paraissent bien abstraites. En revanche, quand on arrive dans la cinquantaine, et puis ensuite 60, 70 ans, on se rend compte que toutes ces questions qui ont été traitées par les philosophes deviennent non pas des questions abstraites, mais des questions éminemment concrètes. Et j'ai été frappé il y a quelques années, j'étais à la Maison de la Radio pour une émission, et que j'attendais au café qui est au coin de la Maison de la Radio, et j'ai vu une dame qui devait facilement avoir entre 75 et 80 ans, attaquer avec détermination et célérité, un petit carnet de notes à la main, la critique de la raison pure de Kant. Et je me suis dit, elle a vraiment la pêche pour lire un livre qu'à 18 ans, dont je n'ai pas réussi à dépasser la 20e page. Mais il faudrait peut-être que je réessaye aujourd'hui. Donc toujours est-il que la question de l'âge, c'est que nous bénéficions aujourd'hui d'un certain sursis. Et au fond, qu'est-ce que c'est que ce sursis? C'est que c'est une porte ouverte sur un avenir indéterminé. Quand on regarde les almanachs de l'ancien temps, ceux que l'on voit encore à la campagne ou dans les montagnes, sur ces almanachs, la vie humaine est figurée de la naissance à la mort. C'est un nourrisson qui ensuite devient un petit garçon, une petite fille, et puis un homme ou une femme, un homme ou une femme mariée, des parents, la maturité, et puis petit à petit la dégradation, et l'être humain, masculin ou féminin, se tasse, se racornit, et puis descend vers la tombe. C'est ainsi que la vie a été toujours représentée. Mais il semble qu'aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, grâce au progrès de la science, il en soit tout autrement, et qu'entre le départ à la retraite, disons entre 50 et 60 ans, et la fin probable, nous bénéficions d'une permission que j'appellerais l'été indien de la vie, c'est-à-dire justement une sorte de résurrection à un âge où nos propres parents se préparaient tout doucement à la vieillesse avec tout ce qu'elle impliquait. Et si je me souviens de mes propres parents à moi, je les revois après 50-55 ans, endosser en quelque sorte socialement le costume de la vieillesse, c'est-à-dire s'habiller modestement, ne pas déparer au rôle social que cela impliquait, parce qu'ils avaient été élevés dans l'idée que la vie à son déclin doit être une vie diminuée, non pas une vie augmentée, et qu'au fond, le seul destin des parents et des grands-parents, c'est de s'occuper de leurs petits-enfants et de se préparer tout doucement à glisser vers une existence amoindrie. Et d'ailleurs, à cet égard, il me semble que le rôle de grands-parents aujourd'hui a considérablement changé. Vous savez que Victor Hugo avait écrit L'art d'être grand-père. L'art d'être grand-père, disait-il, c'était l'art d'être éduqué par ses petits-enfants. Alors je crois que cela est toujours vrai. Il est vrai qu'un grand-père ou une grand-mère ont sur les parents
biologique proprement dit, l'avantage d'être moins impliqué, donc d'avoir moins de raideur ou d'exigence éducative. Mais ce qui est vrai, c'est que les grands-parents d'aujourd'hui, me semble-t-il, sont des grands-parents plus aléatoires, qui ne sont pas à la disposition complète de leurs propres enfants quant à la garde des petits-enfants, puisque ce sont des grands-parents actifs qui partent en voyage, qui ont repris des cours, qui peut-être continuent à travailler et qui ne sont pas disponibles 24 heures sur 24 pour garder les rejetons de leurs propres enfants. Ce qui, évidemment, est un souci pour les enfants, parents, qui espéraient caser leurs petits à leur père ou mère et qui voient que ceux-ci sont en fait très occupés, voire overbookés, comme on dit aujourd'hui. Et donc c'est une nouvelle expérience du temps que nous faisons à notre époque, et c'est un temps qui est d'autant plus intensément vécu qu'il promet d'être bref. Parce qu'il y a évidemment deux choses dans l'existence. Il y a la vérité statistique du vieillissement, et puis il y a la vérité individuelle. Ce n'est pas parce que l'espérance de vie a été fixée pour les femmes, je crois, à 80, 82 ans, et pour les hommes à 79, que nous allons tous mourir à cet âge-là. Nous pouvons, comme à tout moment, être victimes d'un accident, d'une maladie. Comme disait Descartes, de ce que je suis ne découle pas de ce que je serai. Et donc, cet aléa de l'existence, évidemment, peut toucher chacun d'entre nous. Il n'empêche que nous disposons aujourd'hui d'une certaine confiance dans les pouvoirs du temps, dans les pouvoirs de la médecine, qui n'existaient pas autrefois, et que donc ce que nous vivons de façon tout à fait nouvelle, c'est, je dirais, la suspension du dénouement. Nous savons qu'un jour, tout cela va s'arrêter, mais nous savons aussi que nous disposons peut-être d'infiniment plus de temps que nos parents ou nos grands-parents. Et la grande question pour nous, aujourd'hui, c'est qu'allons-nous faire de ces 20 ans supplémentaires? Comment allons-nous les occuper, alors que toute la société nous explique que le destin des personnes dites âgées, c'est le loisir, c'est le jardinage, c'est la belote, c'est le soin des petits-enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça n'est certainement pas une vie active ou une vie au service de la société. Alors même que tant d'exemples nous prouvent que ce retrait n'est pas véritablement le vécu quotidien d'un certain nombre de personnes au-delà de 50 ans. Et donc, cet été indien de la vie, c'est un âge équivoque entre la grâce et l'effondrement. Et justement, la grande question qui se pose pour chacun d'entre nous, c'est celui de la santé physique. Alors, soyons clairs sur ce plan. Après un certain âge, la santé, ça n'est pas l'absence de la maladie, ça n'est rien d'autre que le passage d'une maladie à une autre, à condition qu'aucune ne nous soit fatale, bien entendu. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme ou une femme d'un certain âge? Comme pour reprendre une expression que j'aime bien, c'est une sorte de berline élégante qui tombe en panne tous les 100 km et qui va chez le garagiste. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, nous sommes réparés par des soins chirurgicaux ou autres, alors même qu'il y a un siècle ou un demi-siècle, l'infirmité dont nous souffrons aurait été en quelque sorte fatale. Et il y a près d'ici la clinique du sport, où je me suis rendu beaucoup de fois ces dernières années, et qui fait des miracles pour redresser des chevilles tordues, des genoux en souffrance, des rotules abîmées. Et évidemment, cet exemple pourrait être suivi par beaucoup d'autres. Mais donc, la santé est un état précaire, mais qui, malgré tout, nous permet de rester en activité et même, je dirais, en mouvement physique. Alors, vous avez sans doute vu, il y a quelques années, ce mouvement qu'on appelle le transhumanisme, qui nous promettait non seulement une vie en parfaite santé jusqu'à 120 ou 150 ans, mais même l'immortalité à court ou moyen terme.
Et vous vous souvenez tous de cet urologue exalté qui, en 2012, lors d'une conférence, s'est exclamé à l'attention de son auditoire: je peux vous prédire que dans cette salle, l'un ou l'une d'entre vous vivront au moins 1000 ans. Quelques années plus tard, il a rétrogradé à 175 ans, puis aujourd'hui, il est plus modeste. Alors, ce que je trouve très étrange pour ma part, en ce qui concerne la santé, c'est ce contraste entre des promesses illimitées et intéressantes. Je ne dis pas que le transhumanisme est une supercherie. Je crois qu'au contraire, il faut y prendre ce que l'on peut et laisser le rêve d'une humanité immortelle à ses concepteurs. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'euphorie du discours et puis la réalité du Covid. Or, le Covid a été quand même un moment de révélation très intéressant, puisque pour ceux qui s'en souviennent et qui sont là, à peine le premier confinement était-il arrivé que des voix se faisaient entendre pour nous expliquer qu'il fallait isoler les vieux, qu'ils étaient un poids pour la nation, qu'à cause d'eux, on pénalisait la jeunesse. Et un certain nombre de philosophes, et même certains philosophes éminents, que je ne citerai pas ici, ont expliqué qu'ils étaient prêts à s'auto-confiner et que c'était honteux de sacrifier des jeunes générations à la santé précaire de quelques aînés. Et alors, curieusement, du jour au lendemain, le discours humaniste qui accueillait avec bienveillance et amour les personnes âgées s'est transformé en discours sacrificiel en disant: quand un membre est gangréné, il faut le couper. Et on s'est retrouvé dans le vieux dilemme du libéralisme qui a été exposé en philosophie il y a quelques siècles. C'est le fameux dilemme de la tempête. Une tempête précipite un navire en mer, on met les chaloupes à l'eau. Les chaloupes sont trop remplies, il faut sacrifier un membre d'équipage. Eh bien, on prend le plus jeune matelot, on le jette à l'eau, comme ça les autres survivront. Et c'est cette logique sacrificielle qui a en quelque sorte prévalu. Elle a pris plusieurs formes aux États-Unis comme en France. Mais très curieusement, cette société qui se glorifiait d'allonger l'espérance de vie, c'est tout d'un coup dressé contre les seniors et a dit: maintenant, ça suffit, restez chez vous et ne nous empêchez pas de vivre. Et évidemment, même si toutes les personnes de plus de 55 ans étaient restées chez elles, le Covid n'en aurait pas moins continué à sévir et à tuer impitoyablement comme il l'a fait. Et donc c'était une solution purement politique, ou je dirais solution de bouc émissaire, mais qui n'aurait certainement pas fait avancer la recherche médicale contre le coronavirus. Je ferme la parenthèse. Le vrai problème du vieillissement, il a été posé par un certain nombre de neurologues, donc je pense notamment à Anne-Laure Bock, dont j'ai lu les très beaux livres sur la montagne. C'est que si on en croit un certain nombre d'entre eux, ce que l'on rallonge dans le vieillissement aujourd'hui, ça n'est pas la jeunesse, mais la vieillesse. C'est-à-dire qu'effectivement, plus l'on avance en âge, plus l'on multiplie le risque de maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson, l'Alzheimer, ce qu'on appelait autrefois la démence sénile. Et ce progrès, nous dit-on, est un progrès empoisonné. Et c'est sans doute vrai statistiquement. Et il est vrai que d'un point de vue personnel, le véritable progrès pour nous qui avons dépassé une certaine limite, ça ne serait pas de vivre jusqu'à 100, 120 ans dans une chaise roulante, dans des conditions physiques désagréables. Ce serait en quelque sorte de pouvoir, jusqu'à 80 ou 100 ans, conserver le visage et l'apparence de celui ou de celle que nous étions à 30 ou 40 ans. Mais malheureusement, ce genre de prodige n'est pas possible. Et vous savez que c'est un problème, enfin je ne sais pas si vous le savez, c'est un problème qui a été posé par la théologie chrétienne, notamment par saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique. Saint Thomas d'Aquin imagine le jugement dernier, la résurrection des morts. Il pose la question qu'avaient déjà d'ailleurs posé les Grecs dans leur mythologie: le jour de la résurrection des morts, sous quelle forme apparaissons-nous? Est-ce que nous apparaissons sous la forme du mourant ou de la mourante que nous étions,
ou est-ce qu'au contraire, nous apparaissons sous la forme du jeune homme ou de la jeune femme que nous étions? Et saint Thomas d'Aquin a tout un développement qui est passionnant, évidemment qui scientifiquement n'est peut-être pas tout à fait raisonnable, où il explique que lorsque l'humanité ressuscitera au jour du jugement dernier, elle aura toujours faim, elle aura toujours de l'appétit, mais les organes de la digestion et les organes de l'excrétion seront en quelque sorte exonérés de toute odeur, de toute putréfaction. Les organes génitaux procureront toujours des plaisirs, mais ils seront exonérés du péché originel. Et donc le corps sera ce qu'on appelle dans la théologie chrétienne incorruptible, immarcessible, imputrescible, c'est-à-dire c'était les caractéristiques du corps de Dieu, puisque nous serons immortels, mais que nous échapperons à tout ce qui fait que la vie humaine se dégrade. Alors évidemment, cet état-là n'est malheureusement pas accessible pour nous aujourd'hui en 2022, et donc nous devons accepter les conquêtes de la médecine tout en sachant qu'elle peut évidemment, que ces conquêtes peuvent se révéler fragiles, qu'elles peuvent avoir un versant plus sombre, qui est celui de la maladie mentale ou de la maladie dégénérative ou de la paralysie. Et bien entendu, le grand pari de la médecine moderne, et aussi le grand pari pour chacun d'entre nous, c'est en quelque sorte, si l'on prend l'année normale comme étant une figuration de l'existence, eh bien on peut dire que il y a le mois de juin radieux de l'existence, mais que le mois de septembre, le mois d'octobre et même le mois de novembre peuvent être eux aussi des mois merveilleux. Et je crois que le grand pari des modernes que nous sommes, c'est de repousser la vieillesse vieillissante, la vieillesse réelle, jusqu'au tout dernier mois, jusqu'au tout dernier jour du mois de décembre, de telle façon à ce que cette calamité qui a frappé nos ancêtres ne soit pour nous qu'un bref intervalle avant la disparition. Je pense qu'en tout cas, c'est ainsi que nous voyons peut-être aujourd'hui l'existence de façon utopique, mais aussi de façon optimiste, parce qu'en la matière, l'optimisme me paraît, pour ma part, essentiel à la conduite d'une bonne vie. Alors, quelques mots sur le travail. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Vous le savez, la retraite a été instituée après la Seconde Guerre mondiale comme étant en quelque sorte une grande conquête sociale. Elle le fut, elle l'est, pour reposer des individus qui étaient usés par une vie de labeur à une époque où le travail physique était en quelque sorte majoritaire dans les activités laborieuses. Or, aujourd'hui, on se rend compte d'une part que les travaux physiques épuisants touchent une moindre partie de la population et que beaucoup d'hommes et de femmes, lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite, et cela est confirmé par les innombrables reportages qu'on a à la télévision, j'en ai encore vu un il y a 2 jours, beaucoup de gens partent à la retraite en quelque sorte avec une épée dans le dos, forcés au départ, et les cris de joie de leurs collègues, la promesse qu'ils pourront enfin dormir jusqu'à 10 heures le matin et faire la grasse matinée ne sont pas compensés par le sentiment de vide qui parfois touche un certain nombre de gens, surtout quand ils ont acquis dans un certain nombre de domaines des compétences particulières. Et ce problème de la retraite, il me semble qu'il est important, d'une part parce qu'il revient aujourd'hui dans l'agenda politique du gouvernement, mais parce qu'il pose 2 problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est celui des conflits entre générations. Souvenez-vous du fameux mot du chancelier Bismarck. En 1880, je crois, le chancelier Bismarck demande à son conseiller financier « Cher monsieur, quand pourrions-nous instaurer un âge de la retraite pour les fonctionnaires de l'État prussien ?» Et son conseiller financier lui répond « Votre honneur, je vous propose l'âge de 65 ans, car c'est l'âge à laquelle irrémédiablement tous nos employés passent l'arme à gauche. » Et le chancelier Bismarck dit « C'est formidable, on institue la retraite obligatoire pour tous à 65 ans, avec une généreuse pension en Deutschmark, ou en Reichsmark, puisqu'à l'époque c'était, je crois, un empire. » Malheureusement pour le chancelier Bismarck, même les Allemands ont commencé à vivre plus longtemps. Et cette invention de la retraite, évidemment, qui avait tout son sens
lorsque le travail était une activité épuisante et exténuante, en a moins lorsque, à 60 ans, nous avons encore peut-être 20 ou 30 années de vie devant nous et de vie de loisirs. Alors mettez-vous dans la peau d'un garçon ou d'une fille de 20-25 ans qui commence à travailler. Que voient-ils lorsqu'ils s'aperçoivent que leurs aînés, les boomers, haïs par une partie de la jeunesse, que ces boomers se tournent les pouces, qu'ils remplissent les low cost, qu'ils vont en vacances dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique, et qu'en quelque sorte, ils vivent sur le dos des générations après eux, puisque eux-mêmes n'ont plus à travailler, qu'ils sont assurés par l'État ou par leur entreprise d'un certain nombre de revenus. Je comprends que la jeunesse est une amertume et qu'elle se dise qu'au fond, elle a été flouée dans ce jeu, puisqu'elle paye en quelque sorte les retraites de leurs parents et de leurs grands-parents, alors même qu'elle-même vit peut-être dans une certaine forme de précarité. Il faut rappeler très simplement que lorsque l'on paye des cotisations retraite, ça n'est pas pour notre retraite, mais c'est pour la retraite de nos aînés. Voilà, c'est juste un petit point d'économie, puisque moi-même, on me l'a enseigné, je ne le savais pas, je n'avais pas compris. Donc voilà, les choses sont plus claires pour moi aujourd'hui. Deuxième chose, du point de vue de celui ou de celle qui part à la retraite, et le mot retraite est un mot militaire qui ne signifie pas la victoire, mais au contraire la défaite. Hein, c'est l'armée russe qui est en retraite aujourd'hui, ce ne sont pas les Ukrainiens. Pardonnez-moi cette petite parenthèse. Donc la retraite, ça sonne comme une défaite, c'est la mise au rebut. On est en quelque sorte mis de côté et voilà, on va passer une vie de quasi-vacances où l'on va chercher à se rendre utile à la société. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une joie particulière pour un certain nombre d'hommes ou de femmes avec des qualifications particulières à rester dans les coulisses de l'existence alors même qu'ils auraient peut-être la capacité encore une fois, de participer à la vie collective et de se mettre au service des autres. Et ce que l'on promet en quelque sorte aux personnes au-delà de 65-67 ans, c'est une vie de pur divertissement. Je rappelle qu'il y a un livre du gendre de Karl Marx, Lassalle, qui s'appelle Le droit à la paresse, et le droit à la paresse de Lassalle, très curieusement, c'est en quelque sorte l'éloge de la société de consommation telle qu'elle a lieu, telle qu'elle s'est épanouie de nos jours. Et Lassalle imagine une vie où, grâce à la production, les humains ne travailleront plus que 2 à 3 heures par jour et se divertiront à des spectacles où on se moquera du capitalisme de la bourgeoisie. Or, ce qu'il décrit là, c'est tout simplement la vie de la société de consommation amplifiée par les réseaux et les écrans, où effectivement on nous promet en quelque sorte une existence de pure distraction sans activité véritablement intéressante pour les autres. Et je ne suis pas sûr que les gens après la retraite n'aient envie que de se divertir, de s'amuser, de consommer. Et je suis même certain que les générations vieillissantes ont peut-être envie de s'enrichir autrement que par l'amusement et les croisières ou les voyages d'agrément. Et donc, la proposition que j'avais faite il y a 4 ans, lorsque mon livre est paru, c'est de repousser l'âge de la retraite sur la base du volontariat, et j'insiste là-dessus, pour ceux et pour celles uniquement qui le désirent, à 70 ans et même au-delà. Et je sais que les capacités intellectuelles, l'intelligence, le goût de la recherche ne s'arrêtent pas même à 70 ans. Et donc je trouve dommage qu'une société se prive de talents et de cerveaux importants. Et je remarque avec tristesse qu'aux États-Unis, où je vais enseigner régulièrement, eh bien, tant de nos brillants chercheurs de tout âge sont en quelque sorte invités, conviés et rémunérés très bien par les universités, tout simplement parce qu'en France, un certain nombre de lois peut-être un peu trop rigides forcent les chercheurs et les chercheuses à partir à l'étranger s'ils veulent continuer à œuvrer au bien commun. Et il me semble que justement pour la santé de notre société et de notre économie et de notre intelligence collective, nous devrions peut-être là-dessus repousser un préjugé
mettent en équivalence la vieillesse avec l'indigence. Je crois que malheureusement, on peut être jeune et tout à fait limité cérébralement. Il y a des vieux cons, mais les jeunes cons se comptent aujourd'hui par millions. Et donc, il faut aussi être honnête là-dessus. Et alors, autre point, et je terminerai là-dessus, quelle est notre représentation de la vieillesse? Elle est double en quelque sorte. Et j'avais à déjeuner une conversation très intéressante là-dessus avec une amie qui a elle-même un certain âge et qui me vantait les vertus de l'apaisement dans ses aspects les plus intimes. Alors, il y a deux représentations de la vieillesse. Classiquement, vous le voyez dans la peinture, vous le voyez dans le théâtre, vous le voyez dans la littérature, la vieillesse est vue d'un point de vue très négatif. C'est la vieille coquette chez Goya, édentée, qui cherche encore à attirer les jeunes gens. C'est le vieux beau ridicule qui fait des tours autour des jeunes femmes et que celles-ci repoussent et ridiculisent. C'est Goethe qui, à l'âge de 74 ans, demande la main d'une jeune fille de 19 ans à travers l'intermédiaire d'un prince allemand et la jeune fille le repousse avec effroi. C'est Casanova, dans un roman très beau d'Arthur Schnitzler, qui se déguise en jeune homme pour essayer de séduire une jeune femme qui la possède une nuit. Et quand le jour se lève et qu'elle le voit, elle est horrifiée, elle le chasse de sa maison. Et donc la représentation de la vieillesse est une représentation tout à fait négative. C'est la décrépitude. Mais une autre vision, qui était déjà celle des anciens, c'est aussi que la vieillesse, c'est l'âge de la sagesse possible des sens. Platon nous explique que Sophocle, arrivé à l'âge de 80 ans, raconte qu'il est enfin libéré de l'emprise de désir. Vous allez me dire, 80 ans, c'est pas mal. C'est quand même un âge très honorable, et qu'il se sent comme un esclave qui a été libéré de son maître ou comme un peuple qui a été libéré du joug de son tyran. Et Platon loue cette sagesse nouvelle. Cicéron, dans son livre De Sénectute de la vieillesse, explique que être un grand vieillard et un beau vieillard, c'est être justement empli de vertus qui peuvent être suivies par la jeunesse. Et parmi ces vertus, il y a évidemment l'indifférence aux plaisirs de la chair, qui sont des plaisirs coupables et éphémères. La leçon est magnifique, la morale est superbe, sauf qu'à la même époque, nous apprennent les historiens, le même Cicéron, qui avait, je crois, 67-68 ans, ce qui était un âge honorable à Rome, tombe fou amoureux d'une jeune femme de 16 ans qu'il va épouser en cachette et avec qui il finira les dernières années de sa vie. Donc la paix de la vieillesse, c'est donc la paix des sens, c'est la paix des passions, c'est la paix des agitations charnelles et amoureuses. Et donc c'est une sorte d'état de sérénité vers lequel nous devrions tous tendre. Alors, je trouve cette sagesse magnifique, avec simplement un tout petit bémol que je voudrais apporter, c'est qu'elle me paraît très improbable. Elle me paraît très improbable parce que lorsque l'on voit des gens de mon âge, ou même plus jeunes, ou même plus vieux, je constate en eux toutes sortes de changements, mais je ne vois pas qu'ils aient en quelque sorte abandonné le domaine des passions, c'est-à-dire le domaine en quelque sorte des intrigues humaines, de l'attraction, de la répulsion, du désir, voire même du désordre de l'amour. Et au fond, il y a donc deux manières, me semble-t-il, de considérer. Ah, je crois qu'on vous appelle, mais nous attendrons peut-être la fin de l'appel. Voilà, donc il y a deux manières de considérer la vieillesse. Soit on considère qu'elle est l'entrée dans le paradis de la sagesse définitive, dans le paradis de l'épanouissement de la douceur,
que le vieillard, homme ou femme, est une flamme qui brûle, mais qui brûle en quelque sorte d'un feu intérieur et qui donc ne peut plus prodiguer que des conseils extrêmement suaves et doux à ses enfants, à ses petits-enfants et aux autres. Et donc il faut l'écouter parce qu'il est en quelque sorte une fontaine de philosophie morale et stoïcienne, ou au contraire on considère que la sagesse de l'âge, c'est de renoncer à tout, sauf, mais d'abord au renoncement. Et qu'au fond, s'il y a une sagesse de l'âge, me semble-t-il, si l'on veut vivre bien et avec tout l'épanouissement possible les années qui nous restent à vivre, la vraie sagesse, c'est de ne renoncer à rien, ni aux appétits qui sont les nôtres, ni aux passions qui sont les nôtres, ni aux disciplines que nous voulons apprendre, ni aux voyages que nous voulons faire. Parce que si nous commençons à mettre le signe égal entre vieillir et se résigner, eh bien, nous avons toutes les chances, en quelque sorte, de voir la vieillesse comme une sorte de mort prématurée. Et il serait dommage que nous convoquions, en quelque sorte, la fin de vie avant l'heure. Et donc, tout le dilemme est là, en quelque sorte. Quelle sorte de personnes âgées voulons-nous être? Est-ce que nous voulons être des modèles pour les générations futures? Est-ce que nous voulons être des êtres exemplaires? Ou est-ce que nous voulons être, au contraire, des personnes vivantes, mais qui n'ont pas renoncé à ce qui fait le sel de la vie? Et toute la définition va être justement de définir ce qui fait le sel de la vie. Bien sûr qu'avec l'âge, nous acquérons une certaine sagesse, c'est-à-dire nous acquérons en quelque sorte le savoir de l'impossible. Tout n'est plus possible, mais beaucoup reste permis. Dans le domaine physique, dans le domaine moral, dans le domaine intellectuel, dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine cognitif, dans le domaine de l'exploration. Et donc tout le défi reste à définir ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est socialement acceptable et ce qui est socialement insupportable pour les jeunes générations. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Rimbaud, on n'est pas sérieux non plus quand on a 60, 70 ou 80 ans. À toutes les étapes de son déroulement, la vie se révolte contre les limites qu'on lui fixe. Merci beaucoup. Bon, mais restez en place, on va passer aux questions. Il n'y a pas un mot de ce que vous avez dit que je ne partage pas. La seule différence entre vous et moi, c'est que vous le dites de manière magnifique. Alors, j'ai l'impression que vous avez fait un panel absolument merveilleux. Je partage tout ce que vous avez dit, bien entendu. Mais évidemment, ça dépend peut-être des individus. Alors, on pourrait peut-être demander aux personnes qui sont ici si elles partagent votre avis. Chacun peut poser des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, les questions, il y en a toujours énormément. Je vais passer le micro. Oui, vous êtes très convaincant quand vous dites qu'il faut travailler plus et que l'âge de la retraite doit être décalé. Actuellement, les caisses de retraite sont en faillite et l'augmentation de la durée de vie va certainement encore aggraver la situation. Nous travaillons beaucoup moins que les autres pays. Comment expliquez-vous cela aux syndicats qui sont vent debout contre toute réforme des retraites? Alors, vous savez que je ne suis pas dans les négociations avec les syndicats. Non, je pense que les syndicats, notamment les syndicats ouvriers, ont une vision évidemment plus classique du travail. Pour eux, le droit à la retraite, les assurances chômage sont des conquêtes qui se sont forgées au cours du 19e et du 20e siècle, donc des conquêtes essentielles qui sont en quelque sorte dans l'ADN de leur formation. Donc il est difficile pour eux d'imaginer que les métiers pénibles doivent se prolonger au-delà d'un certain âge. Et d'ailleurs, quand vous voyez les enquêtes, que ce soit dans les médias ou ailleurs, il y a une différence tout à fait fondamentale entre les métiers intellectuels et les métiers manuels. Pour les métiers manuels, mais c'est vrai aussi de l'armée, c'est vrai de la gendarmerie, c'est vrai des pompiers, pour des gens qui sont dans le combat, soit contre
contre les criminels, dans le combat contre les feux ou dans le combat contre les ennemis, la retraite signifie quelque chose de concret. C'est-à-dire que le corps ne répond plus au-delà de 50 ans comme il peut répondre à 25 ou 30 ans. Pour des ouvriers des bâtiments, pour des ouvriers dans les fonderies, dans les aciéries, dans les mines, évidemment que la retraite tôt, c'était en quelque sorte un allègement. Et là, les corps sont souvent abîmés, les dos sont brisés. Et il n'est là-dessus pas de discussion. En revanche, pour une majorité de la population, le travail est un travail de recherche. Et le travail est une passion, c'est-à-dire c'est un outil collectif au service des autres et au service d'un but. Arracher brutalement un homme ou une femme à son métier en lui disant désolé, c'est fini, il faut que tu sortes, est une folie. Et on m'a raconté récemment, alors là, je ne suis pas très au courant, que une des raisons de la corrosion des centrales atomiques françaises, c'est que on a envoyé à la retraite dès le début du XXIe siècle un certain nombre de gens qui étaient spécialisés dans le maintien des centrales nucléaires françaises qui sont assez anciennes, et que comme on a mis ces gens, on les a en quelque sorte renvoyés chez eux, on n'a pas formé entre-temps les techniciens capables de réparer cette corrosion des centrales nucléaires. Et donc, par conséquent, on s'est privé des secours d'un certain nombre d'intelligences qui avaient été formées à des techniques, lesquelles ne sont plus enseignées aujourd'hui. Donc, je pense que la sagesse dans ce domaine, c'est évidemment de se fonder sur le volontariat et de faire comme aux États-Unis, de dire, pour ceux qui veulent continuer à travailler, eh bien, continuez à travailler, vous serez payé, vous serez rémunéré. On peut aménager les horaires. Je crois que les Suédois ont instauré une banque du temps. Évidemment, vous n'allez plus travailler à 70 ans comme vous travaillez à 40 et vous n'êtes pas obligé de venir forcément. Le télétravail a considérablement bouleversé l'organisation du labeur. On peut travailler de chez soi, mais il n'empêche que maintenir l'esprit et le corps en éveil, c'est quand même fondamental parce qu'on le sait tous, dès qu'on cesse de travailler, il y a une fatigue physique qui s'installe. Moi, je suis frappé de voir mes copains, quand ils partent à la retraite, dans les 6 mois, ils font une dépression, ils font le cœur qui tombe malade, surtout quand ils ont une femme plus jeune qui travaille et qui donc c'est elle qui ramène l'argent à la maison, ils se sentent inutiles. Et donc, il y a une sorte de déperdition d'intérêt pour l'existence. Et oui, le travail, quand il est passionnant, donc toute la différence, c'est ça. Est-ce que le travail est une passion? Est-ce qu'il est une corvée? Je crois que c'est ça la véritable question. Quand le travail est passionnant, eh bien, il faut continuer à travailler. Vous savez, mon chairman à l'université de New York, celui qui m'a engagé où j'étais professeur, est resté prof jusqu'à l'âge de 90 ans. Alors, il n'avait plus beaucoup d'étudiants à la fin de sa vie, il en avait 2. Mais le principe, c'est qu'au fond, tant qu'on a des étudiants, on peut continuer à enseigner. Il faisait un cours sur le nouveau roman, sur le théâtre de Beckett. Et la préparation de ces cours lui prenait beaucoup de temps. Mais ça a été sa raison de vivre. Et lorsque finalement l'université lui a dit « Bon, vous avez 91 ans, il serait peut-être raisonnable de penser à céder la place à votre successeur », ben, il est mort dans l'année parce qu'effectivement, son travail le faisait vivre. Alors, sans aller jusque-là, les États-Unis ont un autre système social et d'autres valeurs. On peut très bien imaginer que la négociation permette d'assouplir les positions des syndicats sur ce plan précis. Mais la vie des jeunes générations me paraît intéressant aussi, parce que je ne suis pas sûr que nos enfants ou les petits-enfants aient envie de travailler pour que nous nous tournions les pouces. Ça, je suis sûr que là-dessus, leur avis serait sans doute beaucoup plus cruel que le nôtre. François de Closet a fait de très bonnes études sur ce thème-là depuis un certain nombre d'années. Merci. Vous avez d'autres questions? Je crois que la grande problématique que vous ne prenez pas en compte, c'est que, comme on dit, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudront que la vieillesse, elle part pour qu'eux, en fait, ils prennent la place. Hein. C'est surtout ça, hein, parce qu'en fait, en pleine d'entreprises, en fait, on attend justement pour monter en grand que, comme on dit, que le monsieur, il part à la retraite pour qu'on prenne sa place. Et je vois très mal, comment on dit, que les gens ils restent plus longtemps à travailler comme vous les voyez, en fait, pour être très honnête. Hein. Voilà.
Alors ça, c'est vrai si on a une vision comment dire, du travail comme une sorte de gâteau fixe qui ne peut être partagé qu'entre un certain nombre de gens. Mais si on estime que le travail est une quantité extensible, on peut très bien imaginer que de nouveaux arrivants entrent sur le marché du travail sans que cela pénalise ceux qui y sont déjà, tout simplement parce que les activités ne sont pas les mêmes. Quand on a une qualification particulière, notamment dans le domaine de la science, dans le domaine de la recherche, l'arrivée de nouveaux chercheurs hommes ou femmes n'est pas du tout pénalisée par la présence des anciens. Je crois qu'au contraire, c'est une agrégation bénéfique et qui n'est pas exclusive. Donc je ne suis pas certain que cela, sauf si on a une vision malthusienne, que le marché du travail est un marché fermé. Mais si le marché du travail est un marché ouvert, je pense qu'on peut très bien concilier la présence des aînés et la présence des plus jeunes. Recrutés en France tous les ans, en fait, si vous parlez de la recherche. Ça devient de tous les ans, ça devient de moins en moins. Oui, mais alors, après, à l'autre côté, vous avez une jeunesse qui pousse vers ces métiers-là. On a de plus en plus des gens qui sont mieux éduqués. Et donc, du coup, ces gens-là, ils attendent juste que les postes s'ouvrent, en fait. Pour être très honnête, même dans la recherche. Alors c'est vrai que... Mais tous les jeunes ne sont pas comme le roi Charles III qui attend la mort de sa mère pour lui succéder. Sinon, effectivement, il y aurait de quoi s'inquiéter pour notre recherche. Mais alors, oui, mais je pense qu'il y a peut-être un problème de la recherche en France, et là-dessus, Yves Agide a peut-être plus à nous dire que moi. Je ne suis pas compétent, mais je ne suis pas certain que la présence des uns soit exclusive de la présence des autres. Je pense qu'au contraire, les compétences peuvent très bien se compléter. Mais là-dessus, j'attends votre... Là-dessus, vous en savez sans doute plus que moi. Oui, je trouve que c'est intéressant. Vous avez parlé du gâteau. En réalité, nous sommes dans un gâteau à l'université où le nombre des postes est limité. Parce que l'université est statique. Elle n'a fait aucun progrès. Mais dans le domaine de la recherche, qui est par définition la recherche du progrès, quel que ce soit en sociologie ou que ce soit dans le domaine de la biologie ou des neurosciences ici, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est en expansion. Donc l'exemple magnifique, moi j'arrive de New York, justement, eh bien, si vous voulez, on rencontre dans les universités des gens qui ont 90 ans, vous avez donné parfaitement l'exemple. Eric Kandel, qui était ici, il est toujours en activité, alors que, je sais pas, il a prix Nobel, il a plus de 90 ans aujourd'hui. Il faut probablement l'avoir, l'expansion, d'ailleurs c'est une question qui se pose pour la société, ça suppose une société en progrès, si on veut augmenter, comme vous le dites. Si la société est statique ou déclinante, ou dans une situation avec des personnes démunies, ça doit être beaucoup plus difficile. Oui, oui. Oui, oui. Je suis d'accord, oui, bien sûr. J'ai entendu de mon grand-père, en fait, qui m'a raconté, bon, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était facile d'être embauché parce qu'en fait, les hommes, soit ils sont morts au front, soit ils sont, comment on dit, soit ils étaient plus ou moins plus capables de travailler. Et donc, du coup, c'est pour eux, ils ont fait une partie des 30 glorieuses. Mais après, si on a de plus en plus de gens et si on a des gens qui restent, je vois très mal comment, par exemple, on pourrait monter, comment on dit, l'âge de travail à 70 ans. Je ne le vois pas en généralisant, en fait, personnellement. Ouais. La solution que vous proposez est un peu radicale. Mais je la comprends, je la partage, mais nous sommes toujours là et je pense qu'il y a quand même chez les générations les plus âgées, encore une fois, des compétences, des savoirs qui doivent être mis au service de tous. Mais ça n'exclut pas que les jeunes gens comme vous puissent arriver sur le marché du travail, sauf si c'est une vision très malthusienne du travail. Mais je crois qu'effectivement, comme le disait Yves, on peut imaginer un monde en expansion. Et puis, mais je vous souhaite de trouver en tout cas votre voie. Ça dépend des individus aussi. Ça dépend des individus, ça dépend des domaines aussi. Très bien, merci. On continue. Olivier, docteur Waluzinski. Si je peux me permettre, je suis là. Je pense que vous avez émis une erreur en disant que les maladies se succèdent, elles se cumulent quand on vieillit.
Merde alors. Oui. Et deuxièmement, de ma pratique de médecin, là actuellement je vis sous l'emprise de notre nouveau ministre de la Santé qui a institué l'embauche des médecins retraités, comme je le suis, pour faire fonctionner les urgences et les SAMU. Et donc j'ai repris un service à mi-temps au SAMU de mon département, l'Eure-et-Loir, où je fais de la régulation. L'essentiel de mon activité, c'est me répondre au téléphone pour des enfants ou pour des vieillards. Et d'autre côté, c'est la démission, entre guillemets, du corps médical, soi-disant pas assez nombreux, qui se féminise à grands pas et qui ne travaille plus comme moi j'ai travaillé comme médecin de campagne. C'est-à-dire que moi, je répondais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que les jeunes médecins fonctionnent avec Doctolib, sont injoignables. Et donc, il y a une répartition du boulot qui est complètement différente. Les jeunes travaillent beaucoup moins que moi j'ai travaillé pendant la période où j'ai exercé. Et les patients ne trouvent plus de médecins quand ils en ont besoin. Et donc font le 15. Bon, bah écoutez, c'est une succession de mauvaises nouvelles. Mais non, vous avez raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'accès à la médecine est beaucoup plus facile dans les grandes villes qu'à la campagne. Et moi-même, enfant, on avait un médecin de campagne qui venait, même hiver comme été, dès qu'on avait besoin de lui. C'est vrai que ce problème est tout à fait fondamental. Mais il est aussi lié à un fait qui rejoint ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que la France a institué pendant 20 ans le numerus clausus, qui a été une calamité, et qu'elle essaye de desserrer aujourd'hui. Et la conception du travail et de la vocation a beaucoup changé. Donc les jeunes médecins, effectivement, une fois qu'ils ont fini leur journée, rentrent chez eux. Et donc c'est vous qui êtes chargé de tenir le standard. Mais non, alors là, je n'ai pas la solution. Je ne peux pas vous répondre. J'espère juste ne jamais être dans ce cas-là, avec mes maladies cumulées, comme des points de retraite négatives. Mais ça, c'est... Oui, effectivement. Vous avez d'autres questions? Oui. Le problème du médecin généraliste, il faudra un jour qu'on fasse quelque chose ici, c'est aussi de revaloriser ce métier. C'est pas en disant aux syndicats de médecins qu'il faut faire comme ci ou cela, ça va être comme pour le problème de la retraite. C'est quand même de revaloriser cette profession. Mais ça, c'est un autre débat. Pardon. Vas-y. Je reviens à la question posée par le jeune intervenant du premier rang. Quand je suis parti à la retraite comme neurobiologiste, j'ai écrit au président de la République Sarkozy et à son Premier ministre pour lui proposer une solution. Continuer à être payé avec notre pension, donc on ne prendra pas ou on ne garderait pas un poste salarié, simplement avec cette pension, on n'a plus beaucoup de besoins. Puis quand on est passionné par la recherche, on ne va pas dépenser de l'argent partout ailleurs. Le plaisir étant d'être en laboratoire. Simplement, la proposition que je faisais, je n'ai pas eu de réponse, c'est que tout en étant payé avec seulement la pension, on puisse avoir des protections, parce que travailler en laboratoire, ça nécessite une juridiction particulière, des assurances qui sont payées par l'employeur, le CNRS dans mon cas. Pourquoi ne pas essayer de trouver des moyens, des lois permettant d'assurer ces protections, cette juridiction particulière au travail dans la recherche ou ailleurs, sans prendre des postes salariés? Oui, là, je crois que c'est une proposition qui répond à l'objection qui a été faite tout à l'heure. C'est effectivement les personnes qui sont parties à la retraite ne volent pas un métier à des jeunes chercheurs ou à des jeunes employés, mais au contraire les exercent avec le seul argent de leur retraite. Je trouve que vous devriez refaire cette proposition, non pas à Sarkozy, mais à Macron. Là, j'imagine que vous devriez la faire non pas seul, mais en groupe. Faites un syndicat ou faites une action collective, car c'est la seule manière d'intervenir. Faites un article dans les journaux, faites des propositions. Vous savez, aujourd'hui, pour être entendu, il faut faire du bruit, il faut menacer, il faut
c'est le seul moyen pour vous d'aller sur l'arène publique. Parce qu'une lettre, c'est perdu. Une lettre solitaire, c'est perdu. En revanche, une action collective, ça fait une caisse de résonance et donc vous risquez d'être entendu. Ça me paraît une proposition tout à fait raisonnable. Mais cette proposition, elle est dans l'air depuis toujours. Pour moi, le problème, c'est l'idéologie. C'est-à-dire que le problème, c'est de lutter contre l'idéologie. Vous avez expliqué historiquement comment cette tradition pour la retraite de Bismarck à la guerre à 1945 et aujourd'hui, pensez qu'on est en train de discuter d'une augmentation de la retraite de 1 ou 2 ans, c'est rien du tout. Alors que en Suède, la retraite est à 70 ans. Mais ça, c'est parce que les gens sont crispés sur des positions. Et ça, c'est un problème de neuroplasticité déficiente. Oui, il y a ça. Et puis, il y a la haine française du libéralisme. C'est-à-dire que dans l'ADN français, à droite comme à gauche, le capitalisme et tout ce qu'il suppose est mauvais. Même si l'on n'est pas marxiste, on est élevé dans l'idée que le profit, l'argent sont des matières sales et qu'on ne doit pas suivre l'exemple du libéralisme anglo-saxon, américain, voire même allemand, et que par conséquent, faire des concessions à cette mentalité, c'est en quelque sorte abdiquer de l'identité française. Et je suis frappé de voir que l'anticapitalisme un peu primaire est partagé à égalité par les souverainistes de droite comme de gauche. Donc c'est vrai que c'est une idéologie, mais c'est quelque chose de très fort et qu'on retrouve, ça va du Figaro à Marianne jusqu'à l'Humanité et à l'Obs. Et ça explique pourquoi le camp libéral en France, c'est-à-dire celui qui ne s'inspire pas simplement du libéralisme politique, mais du libéralisme économique, est si étroit. Tout simplement parce que l'idée que le travail est une chose qui émancipe l'homme, que le gain est légitime, que la passion pour la recherche est une bonne chose, c'est une idée qui en France choque encore un certain nombre d'esprits. Alors on pourrait faire évidemment là-dessus tout un développement sur notre vision de l'argent comme organe maudit et corrupteur. Ça c'est encore tout puissant. Et donc je pense que c'est peut-être lié aussi à cette question-là. Et puis il y a cette idée aussi que la personne, au-delà d'un certain âge, doit être protégée malgré elle et contre elle-même. Et que donc, il ne faut plus la solliciter pour la mettre au service des autres. Et sinon, pour des travaux, répondre au téléphone, aller signer des formulaires dans la mairie, éventuellement distribuer des tracts pour une ONG. Mais ça n'est pas ça la mise en collaboration des intelligences. Je suis bien d'accord. Vous avez d'autres questions ? Sûrement, non? Mais vous savez, ce qu'il faudra faire, c'est revenir nous parler justement un petit peu des idéologies. Vous êtes très bon là-dessus aussi. Écoutez... Pas tout de suite, pas tout de suite. Non, pas du tout, non. Mais s'il y a d'autres questions... Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une question que je n'ai pas abordée. Oui, oui, allez-y. Merci. Je voudrais vous féliciter tout d'abord pour votre exposé très intéressant d'un point de vue historique, philosophique, chronologique. Et là, ce qui est intéressant dans toutes les questions, c'est qu'on voit qu'en fait, la problématique du vieillissement, concrètement, et c'est un petit peu le sens des derniers échanges, est confrontée vraiment à la bureaucratie, à la politique, en fait. Et donc, les initiatives, les volontés individuelles sont vraiment beaucoup empêchées par, j'irais même jusqu'à dire, peut-être une certaine corruption des politiciens en place, en fait, qui empêche vraiment beaucoup d'initiatives, de souplesse, de bonheur, même au final, pour beaucoup de gens qui se retrouvent vraiment... comme ça, bloqué par cette bureaucratie générale qui, malgré l'informatisation, ne cesse de s'aggraver quelque part, en fait. Oui, alors vous savez que c'était la promesse du président. Quand il a été candidat, c'était la promesse de débloquer la France, de casser les tabous. Je ne suis pas certain qu'il y soit arrivé. Je ne suis pas certain qu'il voulait vraiment y arriver. Enfin, je ne suis pas certain...
que c'est très difficile de réformer une société à laquelle on appartient soi-même et dont on partage un certain nombre de préjugés. Parce que par ailleurs, évidemment, on vit bien en France, on est heureux, et donc tout ça fait partie d'un bloc dont il est dur de fissurer un aspect sans redouter de fissurer l'ensemble. Mais malgré tout, la France change tout doucement, mais très très doucement, et peut-être trop doucement quand on a un certain âge et qu'on espère accélérer l'ordre des choses. Et je dirais même que toute une partie de notre pays freine des cas de fer pour que rien ne change. Et d'ailleurs, je trouve très curieux la conjonction en France d'une rhétorique révolutionnaire, voire néo-bolchevique, conjointement avec un immobilisme triomphant. Vous savez, quand François Hollande a été élu sur le mot d'ordre « le changement, c'est maintenant », il fallait l'entendre dans un sens freudien. Rien ne va changer. Rien ne changera. Avec moi, on ne bougera rien. Et c'est souvent ça, les grèves, les manifestations. J'habite près de la République et je peux vous dire que tous les samedis, j'ai une manif nouvelle. Voilà, donc j'évite de sortir ou pour faire des courses et donc c'est un rituel. Et donc là, nous entrons dans l'automne, nous allons avoir des grèves nombreuses, illimitées à la SNCF, dans les transports, à la RATP. C'est le fameux quand on entre dans une station de métro. En raison d'un mouvement social, la ligne 10 est fermée aujourd'hui. Donc on s'organise, on dit je vais faire... Voilà, c'est devenu une sorte de... Ce qui était subversif il y a un siècle ou il y a un demi-siècle est devenu aujourd'hui le comble du conformisme. Et donc il va falloir subvertir ce nouveau conformisme. Mais c'est très long et pour ça il faut de la persuasion, il faut de la pédagogie et... des choses changent imperceptiblement, mais dans le domaine de l'âge, les représentations sont tellement figées et les préjugés sont si forts qu'il me semble que nous aurons du mal à bouleverser ça d'ici 2 ou 3 décennies. Parfait. Vous avez encore une question? On a encore le temps pour une question? Non? Oui, oui, allez, s'il faut y aller. Oui. Ah, c'est bien. Parfait, c'est bien, c'est bien. Oui, rubilation, c'est un mot qui en France est, oui, qui est presque de l'ordre de l'extase amoureuse. D'ailleurs, il y a un domaine qu'on n'a pas abordé, c'est la vie amoureuse après 50 ans. Mais enfin bon, je suppose qu'il est un peu tard peut-être pour en parler, parce que ça fait partie aussi des tabous, mais... rubilation, je ne suis pas sûr que tous les retraités soient dans la rubilation permanente. J'ai le sentiment que c'est souvent plus de l'ordre d'un mouvement subi que d'un mouvement rêvé. Je trouve que c'est très intéressant parce que la jubilation ou le plaisir, le donner un sens à sa vie au cours de la prise d'âge, c'est l'idée qu'on s'en fait. Or, l'idée qu'on s'en fait, c'est ça. Or, vous avez parlé de médecine tout à l'heure, mais c'est vrai que autant on peut réparer le corps, on peut changer, on met des prothèses, on peut même changer des foies, des reins, des cœurs, des pancréas, etc. On peut vraiment réparer, on sait, et on le fera de plus en plus. Mais malheureusement, ce qui se passe là-haut, dans le cerveau, les 3 petites livres de cerveau qu'on a dedans, là, c'est tellement complexe que malheureusement, comme vous l'avez indiqué au début de votre exposé, on ne pourra pas le changer, ça. C'est trop compliqué. On est là en petit, ce que l'univers est en grand. Donc, je pense qu'il faut bien séparer, disons, l'idée qu'on se fait du vieillissement de la réalité physique du vieillissement. Oui, alors, je n'ai rien contre la retraite, hein, je m'empresse de le dire. Ce que je trouve dommage, c'est de voir chez des gens jeunes de 20, 30, 40 ans l'idée que la vraie vie commencera après 55 ans ou après 60 ans. Et qu'au fond, là, ils sont dans une longue préface, une longue introduction, et qu'après 55, 60 ans, tout d'un coup, ils vont vivre pleinement, connaître des joies inouïes, pouvoir recommencer sur des bases nouvelles. Je pense que la vraie vie, s'il y en a une,
elle commence dès l'adolescence, dès le premier jour. Et que donc, si on ne s'y prépare pas toute sa vie, eh bien, le jour de la retraite, on n'arrive pas véritablement à se lancer dedans. Et donc, c'est une autre conception de l'existence qu'il faut défendre tout de suite, plutôt que de se dire qu'au-delà d'un certain moment, on va enfin connaître les bonheurs qui nous ont été refusés auparavant. Non, la vraie vie, c'est ici et maintenant, tout de suite, sinon c'est jamais. Et c'est certainement pas après 55-60 ans. Merci beaucoup, Pascal. Après cet exposé absolument formidable, hein, je crois que tout le monde l'a apprécié. Je vous propose on applaudisse Pascal Bruckner, vraiment. Et j'espère que vous resterez, si vous voulez bien, Pascal, vous resterez pour écouter notre chanteuse, Emmanuelle Naharo, et la jeune pianiste, Célia Kilicini. Je sais que je ne le prononce pas toujours correctement. Mais si vous voulez bien venir, on vous attend avec plaisir. Emmanuelle, on sait que tu es belle. Les gens attendent là maintenant. Oh, quelle misère.
Teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo. Il vostro sacrificio, io stesso, io ho svelato. Egli a voi tornerò, e il suo perdono io purverò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Germo.